De retour sur le plateau du média, bienvenue pour l'entretien de Derrière les Docs et bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc en compagnie, comme la semaine dernière, de Judicaël Perrault pour les 2 derniers épisodes de PMA pour tous que vous venez de voir. Cette fois-ci, Judic, bonsoir déjà. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être revenu sur ce plateau. Cette fois-ci, tu explores un aspect peut-être d'ordre un peu plus symbolique dans le 3e épisode, c'est la conception de la maternité. Parce qu'en fait, ce qui bloque beaucoup, notamment à l'extérieur du couple, dans l'environnement du couple, c'est effectivement d'accepter qu'on puisse être mère différemment. Oui, complètement. Déjà, dans cet épisode-là qui s'appelle Pas seul, .e, on a voulu... c'était important pour nous de continuer à parler à la fois des couples hétérosexuels qui souffrent d'infertilité et des personnes hors du couple hétérosexuel, donc personnes lesbiennes ou des couples lesbiens ou des personnes hors du couple seules. Parce que trop bizarre de séparer les deux comme si c'était pas un problème commun. Donc on a voulu parler de ça et donc il y a plein d'enjeux différents. À la fois philosophiques dans la façon de faire famille, comme tu l'as dit, mais aussi dans la question du tabou autour de la maternité et de l'interruption involontaire de grossesse, qu'on appelle souvent fausse couche, alors que c'est horrible. Genre, pour les personnes, c'est vraiment perdre un enfant, quoi. Ouais. Donc, c'était important pour moi de traiter les deux sujets en même temps. Donc, il y a vraiment la question de comment on peut accompagner les personnes en parcours PMA, quelle que soit la raison pour laquelle elles sont en parcours PMA, de la meilleure des manières. Donc se renseigner, ne pas poser de questions intrusives, être à l'écoute aussi. On sait qu'il y a vraiment un besoin psychologique, de soutien psychologique très important que l'hôpital ne peut pas combler. Ouais. Donc ça, c'est un vrai problème politique. Et ensuite, il y a la question effectivement symbolique, philosophique de qu'est-ce que ça signifie de faire un enfant. En 2025, en 2021 maintenant, quoi, ce n'est plus un accident, puisqu'on a des moyens de contraception. Ce n'est plus dans le cadre du mariage. En fait, on est sorti du schéma traditionnel. On sait que le modèle de la famille nucléaire n'est plus le modèle dominant. Il y a énormément de familles monoparentales. Le divorce est légal maintenant. Donc faire famille, ce n'est plus un papa, une maman, on ment pas aux enfants, comme le slogan de la Manif pour tous. C'est vraiment autre chose, qui est de l'ordre du désir. Voilà, et donc, en fait, c'est des formes qui peut-être existaient déjà avant, mais dont maintenant on parle sans problème. Voilà, famille homoparentale, famille monoparentale. Ça a toujours existé, maintenant ça existe d'autant plus. Mais j'ai l'impression que pour une grande partie de la population et aussi du champ politique, bien sûr. Ça fait pas sens. C'est ce que Judith Duportail explique très bien, qui a eu ses jumeaux hors du couple, donc toute seule, mais hors du couple surtout, sans homme. C'est que c'est vraiment une loi révolutionnaire pour plein de personnes, dans le sens où la loi, elle consacre, elle autorise les femmes à faire des enfants sans un homme qui la valide, entre guillemets. Ouais. Et donc c'est exceptionnel dans la mesure où avant les femmes le faisaient déjà, les couples lesbiens et les couples gays le faisaient déjà aussi, mais de manière illégale. Y a aussi, ça se faisait vraiment sous le manteau, quoi, entre amis. On se donnait des pipettes de sperme. Enfin, vraiment, c'est des choses qui existent. C'est juste que c'était pas encadré. Et aussi, ça fait plusieurs années que c'est légal dans certains pays qui sont nos voisins européens. Donc il y avait énormément de personnes qui allaient à l'étranger pour le faire. Ça posait la question de la filiation en France. En fait, la France fermait les yeux. Elle savait très bien que c'était quelque chose qui existait, mais elle refusait de s'en saisir. Et surtout, c'est accepter une inégalité énorme, puisque ça veut dire qu'il n'y a que les personnes qui ont les moyens financiers de le faire qui le font. Donc c'est un problème dans une démocratie où on est censé tous être égaux. Et donc, là, le fait de consacrer ce droit-là, ça change tout. Par contre, ça change tout, c'est le point de départ. Le légaliser, c'est le point de départ. Après, il faut la mise en pratique. Et sans formation des personnels soignants, ça ne marche pas, puisque les gens continuent à être paternalistes, infantilisants. Et puis, il y a aussi, on en a un peu parlé la semaine dernière, des bâtons dans les roues administratifs
qui font qu'on n'est toujours pas libre de choisir son donneur, même d'accoucher comme on veut. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais on n'est pas... De choisir ses méthodes de PMA aussi. De choisir ses... Ouais, complètement. Oui, parce qu'on ne nous informe pas qu'il y a plusieurs méthodes et qu'on pourra utiliser celle-ci ou l'autre. Si tu penses à la ROPA dont on parle dans l'épisode 4, elle est toujours illégale en France. C'est toujours pas autorisé, mais oui, la ROPA, c'est ce truc de... Mais pourquoi d'ailleurs les gens ont peur du côté un peu que ça vire transhumaniste ou un truc comme ça, Ils genre manipulation génétique ou truc comme ça. En fait, c'est ce que Talma Desta explique super bien dans le documentaire et encore mieux dans l'interview intégrale qu'on a publiée parce que voilà, il peut rentrer plus dans les détails. Mais c'est ce truc de l'imaginaire très essentialiste de la femme avec un grand F qui est là pour réarmer la nation, faire des bébés, aller rester à la cuisine, enfin bref, mais qui enfante dans toute sa puissance, dans son utérus magique. Ouais. Et donc, il ne faut pas toucher à ça. C'est la femme, voilà. C'est l'imaginaire très réactionnaire qu'on a de ça. Et donc, aller prendre les ovocytes de quelqu'un pour les mettre dans quelqu'un d'autre, ça vient chambouler tout ça. Ouais. Et pour autant, ça pourrait régler pas mal de problèmes médicaux aussi quand il y a un problème génétique chez la personne qui aimerait porter l'enfant et quand il y a une impossibilité de porter l'enfant chez la personne qui n'a pas de problème génétique dans ses ovocytes. Enfin, et aussi dans le cadre des couples lesbiens, ça permettrait de mélanger la génétique et de faire vraiment un enfant. Si on prend les ovocytes d'une des femmes, d'une des mamans, et qu'on les féconde avec un donneur de sperme et qu'on implante l'embryon chez la deuxième maman, ça permet de mélanger la génétique et de faire un enfant vraiment à deux avec l'aide d'un donneur extérieur. Mais ça serait super. Oui, ça serait super beau. Mais on a peur... pour ceux qui ont envie que génétiquement... Oui, voilà, c'est pas une obligation. C'est vrai que ça peut, dit comme ça peut paraître eugéniste, mais je veux dire, c'est aussi un choix de vouloir avoir un enfant qui nous ressemble, voilà... Mais en fait, je suis maman et l'autre maman et elles ont toutes les deux envie d'avoir un enfant qui leur ressemble. C'est un droit, quoi. Ça devrait être un droit. Bien sûr. Et je comprends très bien l'inquiétude face à l'eugénisme. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas un sujet et qu'il ne faut pas s'en inquiéter. C'est un sujet. Il peut y avoir des dérives, c'est vrai. C'est déjà le cas dans plein de pays. Quand on regarde aux États-Unis ou même je crois que c'est au Danemark, où tu as des banques de sperme privées qui coûtent une blinde, où tu peux vraiment choisir la couleur des yeux, des cheveux, le patrimoine génétique du père, mais pas d'un point de vue médical, juste vraiment, est-ce qu'il est fort en maths, tu peux choisir ça. Aux États-Unis, il y a des cliniques, ils te font 5 embryons, tu payes très cher, et tu choisis l'embryon mâle ou l'embryon femelle, ou l'embryon... Enfin, c'est n'importe quoi. Tu peux choisir de supprimer des gènes, lui, il est comme ça, je le prends pas. On le détruit. Mais ça, c'est à la loi de l'encadrer. Si le législateur prenait le temps de se pencher sur la question et de travailler techniquement et méthodiquement la question, on pourrait l'encadrer. Pour moi, alors c'est peut-être très simpliste de le dire comme ça, mais pour moi, tout ce dont ces gens-là ou tout ce dont les réactionnaires ont peur, c'est des fausses peurs. Parce que c'est des choses qui peuvent être régulées avec une vraie discussion, un vrai débat démocratique et un cadre. Et c'est valable, Talma Desta le dit très bien, c'est valable aussi pour les questions de travail du sexe, de GPA. Ouais. En fait, il suffit d'encadrer. Et pourquoi ils refusent, pourquoi ils refusent la GPA, la ROPA, le travail du sexe, pourquoi ils nous emmerdent constamment avec les questions transphobes, ce n'est pas pour protéger les femmes. Ça n'a jamais été pour protéger les femmes. Ils disent que c'est pas bien de réduire le corps d'une femme en esclavage en la payant, mais ils ne se posent pas la question pour les femmes de ménage. C'est aussi c'est aussi payer pour que quelqu'un s'abîme le corps, en fait. Et ça ne pose pas problème. C'est des questions puritaines. Purement puritaines. C'est parce que ça les dérange que les femmes choisissent librement ce qu'elles vont faire de leur corps. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas problématique d'aller
payer très très cher des femmes qui vivent dans des pays du Sud sous-développés, dans une extrême précarité, et d'aller leur mettre plein d'argent et de les forcer un petit peu à faire ça. Ça, c'est un problème. Il faut l'encadrer. Ouais, complètement. Je ne suis pas en train de dire que le trafic sexuel, c'est OK. Ça, c'est un problème. Il faut l'encadrer. Mais pour autant, empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps, c'est réactionnaire, c'est attaquer directement notre liberté de... en fait, c'est juste, ça les fait chier de voir une... Oui, j'ai posé la question dans ces termes en citant à moitié Jean-Jacques Goldman la semaine dernière, je vais le redire. Ça a fait chier les hommes et les décideurs politiques qu'une femme puisse faire un bébé toute seule. Oui, en fait, ce qui les dérange, c'est qu'on puisse sans homme, je veux dire. avoir toute la liberté de disposer de notre corps de la manière dont on l'entend. Et en fait, ça met en danger la cellule traditionnelle de la famille, qui est le premier lieu de domination patriarcale. Et donc, en fait, ça met en danger l'imaginaire qui se fond de la famille et de la nation. Et encore une fois, Talma Destal explique très bien. La famille et la nation sont deux enjeux très liés. C'est pour ça que quand Macron dit réarmer la nation, ce n'est pas anodin. C'est vraiment un vocabulaire d'extrême droite dangereux. Je veux dire, dans ce que dit Emmanuel Macron, il y a tout, évidemment, toute la rhétorique eugéniste, de contrôle des corps et des sexualités, parce que là, c'est carrément, quand il dit ça, c'est en plus l'État qui s'immisce dans la sexualité des couples, en mode faites des gosses. Mais c'est aussi une rhétorique fasciste. Je veux dire, on sait très bien que sous Mussolini, faites des enfants, reproduisez-vous, et surtout reproduisez-vous bien, entre blancs, Exactement, mais on le voit aussi en Hongrie, sous Orban, il y a des... En fait, au même moment où l'État s'enferme de manière très protectionniste, il y a aussi des politiques de natalité très fortes, où on a vraiment envie de faire plein de petits bébés blancs pour aller faire des soldats et des bons ouvriers, et c'est vraiment... c'est une vision du pays qui nous intéresse pas, en fait. Nous, on fait pas des gamins pour... c'est pas seulement intéressant, c'est un peu flippant. Ah bah oui, non mais oui, c'est absolument un euphémisme. Moi, quand Macron sort ça, on se demande est-ce qu'il est juste libéral ou est-ce qu'il n'est pas carrément d'extrême droite. Est-ce qu'il va nous forcer à faire des enfants, en fait? C'est vraiment flippant. Dans le même temps, l'IVG est protégé dans la Constitution, très bien. Alors déjà, c'est que pour les femmes, donc ça exclut complètement les hommes trans, donc c'est un problème, comme pour la PMA. Et en plus, d'accord, il est dans la Constitution, mais dans les faits, il y a des plannings familiaux qui ferment tout le temps. Les maternités dans les campagnes ferment aussi, donc ça veut dire qu'il faut aller faire 4 heures de route pour faire une IVG, c'est pas OK. Dans le même temps, on est entouré en Europe de pays fascistes. Il y a les États-Unis. C'est en vrai... C'est flippant. En Italie, Mélanie se resserre bien là. Mélanie en Italie, un des premiers trucs qu'elle a fait, c'était de retirer le droit de filiation à la deuxième mère dans les cadres de famille avec des mères lesbiennes. Donc c'est un des premiers trucs. Le documentaire, il est sorti en juin 2024. C'est 2 jours avant que Macron annonce la dissolution de l'Assemblée. Pardon, mais si le RN passe, cette loi-là, elle saute. Et donc, les femmes perdent le droit de faire un enfant sans homme. Donc, c'est des droits, non seulement qui ne sont pas parfaits, mais qui, en plus, ne sont pas acquis et qu'on risque de perdre très rapidement dès 2027, finalement. Ça risque de... Oh oui, ça va arriver vite. Ça va arriver vite, voilà. Donc, il faut se mobiliser. Alors là, même plus pour améliorer la loi, mais pour la protéger, quoi. Donc, c'est vraiment flippant, ouais. Et c'est pas... La loi, elle n'est pas attaquée... Enfin, ce droit-là, il n'est pas attaqué que de manière économique. C'est ça qu'on veut dire, c'est que... il y a un truc vraiment très symbolique, politique, philosophique, et il y a le truc économique du manque de moyens. Voilà, donc il faut se battre. Oui, justement, le manque de moyens, parce que là, pour l'instant, on parle un petit peu de la rhétorique de ce qui coince au niveau philosophique, au sein de l'État et au sein de notre petite équipe de législateurs à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais il y a aussi, effectivement, le contexte d'austérité budgétaire. On en a déjà parlé dans le cas de naissances respectées. C'est évidemment le cas aussi pour la PMA, parce que ce sont des processus médicaux qui sont longs, qui demandent du temps,
des gens et évidemment des moyens financiers pour que les centres, les hôpitaux, etc. soient fournis en tout ce qu'il faut. Là, c'est chaud aussi à ce niveau-là. Oui, oui, complètement. Le docteur Kolanska le dit très clairement. Ils ont sous-estimé la demande et ils n'ont pas adapté les moyens alloués au service de médecine de la reproduction, au SECOS, pour répondre à cette demande. Et du coup, ils laissent les gens dans la galère avec des délais d'attente très très longs et les médecins font ce qu'ils peuvent. Ouais. Et derrière, ça a des conséquences, comme on l'a vu dans les épisodes 1 et 2 et même 3. Ça a des conséquences sur ces familles-là qui vivent des difficultés psychologiques, matérielles à cause de ces décisions de politique publique, quoi. Et c'est pour ça que c'est insupportable quand il dit réarmement démographique. En fait, s'il veut que les gens fassent plus d'enfants, j'entends, je peux comprendre le truc de chute démographique conséquente. D'accord, et alors à ce moment-là, la gauche a plein de suggestions. Peut-être plus de maternité, plus de crèches, parce que les gens se disent, OK, je vais faire... Plus de médecine préventive aussi ? Plus de médecine préventive. Oui, effectivement, sur la question de l'infertilité, peut-être si on interdit le glyphosate aussi, ça va... Il y aura moins de problèmes d'infertilité. En plus, je sais pas, là, à l'heure où cette émission est diffusée, il y a 1 ou 2 semaines, on a eu ces informations, ces études qui nous racontent que l'eau du robinet et le blé, donc ce qui constitue l'essentiel des céréales qu'on mange, est contaminé au PFAS, les polluants éternels. On le sait que si on finit tous stériles, on va avoir du mal à ramener la nation. Oui, on le sait très bien que les perturbateurs endocriniens et que les polluants ont des conséquences sur la fertilité. On sait aussi que le stress et que la météo, la météo, mais réchauffement climatique et stress créent des problèmes d'infertilité. Donc peut-être que si on était moins dans un monde ultralibéral où on a du chômage, de l'éco-anxiété et la peur de la précarité, on serait peut-être moins stressé, on ferait peut-être plus d'enfants. Et puis les enfants, il faut pouvoir les élever. Donc quand on n'a pas les moyens de les mettre à la crèche et qu'on est obligé de retourner au taf 6 mois après la naissance, en fait, tout le monde ne peut pas faire des enfants. Et c'est pas une question de mauvaise volonté. Il y a des gens qui aimeraient et qui ne peuvent pas. Donc peut-être que la solution, au lieu de dire réarmement démographique, ce serait peut-être plutôt de mettre plus d'argent dans l'accompagnement au travail, l'accompagnement du retour au travail après la naissance. Avec le nouveau budget 2026 de la Sécu, c'est pas le fameux PLFSS. C'est pas gagné. En fait, on voit très, très nettement la volonté politique. Complètement. D'ailleurs, quand on voit le film, j'avais posé la même question pour Naissance respectée, là aussi. On chasse mort à la queue, mais bon, c'est l'État français. C'est l'accès aux couples et aux personnes précaires. Parce que, quand on regarde le film, on se dit, mais quand on vit à Clichy-sous-Bois ou à Épinay-sur-Seine ou à Montfermeil et qu'on est dans la merde ou qu'on vit dans un milieu rural, un désert médical et tout, c'est encore plus chaud. Oui, complètement. Et puis... il y a la question du désert médical, les psys ne sont pas remboursés. Alors en fait, quand on est dans un processus comme ça qui dure des années, au bout d'un moment, si on n'a pas les moyens de se faire accompagner, peut-être on lâche l'affaire et on ne fait pas d'enfants. Ouais. C'est réel. Il y a vraiment une énorme inégalité de l'accès à la PMA et de la manière dont cette PMA est vécue en fonction de ses finances, très clairement. Et puis, il y a aussi la question de l'hôpital public, c'est super, mais il n'y a pas l'argent. Du coup, il y a des gens qui vont dans des cliniques privées, il y a des gens qui vont à l'étranger. En Espagne, ça dure 1 semaine. Tu dis, je veux faire ça, tac, 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 et puis la semaine d'après, c'est bon, le processus est lancé. Ouais. Ça coûte très cher, ils te font un devis, c'est full privé, mais le résultat est là. En France, c'est l'hôpital public, il est très performant. Genre vraiment, les résultats d'un point de vue médical sont impressionnants, mais il y a 2 ans d'attente. Ouais. C'est dommage, parce qu'on a un savoir-faire, on a un modèle de santé qui est magnifique, mais on a des politiques publiques qui sont en train de le détruire. Ouais. Du coup, la solution, elle serait toute trouvée si on pouvait se débarrasser de Macron et de l'extrême droite. Je pense, ouais. Allez, on va finir sur cette note positive, on va dire. Ouais.
Merci Judicaël. Merci à toi. On te retrouve dans pas si longtemps, on te retrouve dans 2 mois, mi-février prochain, à l'avant-poste. Ouais. Hein, cette fois, tu nous parleras de quoi ? Alors, à l'avant-poste... Tease-nous un petit peu 2 mois avant, là. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2020, qui me tient vraiment, vraiment à cœur et qui est très proche de mon expérience personnelle, puisque c'est un peu... c'est un documentaire qui est en 3 épisodes de 26 minutes et qui parle des féministes sur Instagram et comment elles sont en train de faire une révolution politique sur Insta, parce qu'on a beaucoup parlé de Twitter avec MeToo, mais pas d'Insta. Pourtant, moi, j'ai tout appris sur Insta. Et donc, c'est un peu ma quête digitale et mon parcours sur Instagram en 3 épisodes qui commencent d'une manière un peu naïve, en mode « c'est la démocratisation du savoir, c'est merveilleux ». Et on commence par la sexualité, la découverte du corps, tous les comptes « je m'en bats le clito »,« clit révolution », très sexe positif. Et puis la représentation, voir des corps différents, gros, racisés, avec des cicatrices, les personnes trans, enfin voilà, apprendre plein de choses sur le corps, elle est très intime. Et puis la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de Polanski à Depardieu, donc un peu le bilan du MeToo cinéma de 2020 à 2025. On parle aussi beaucoup du procès Pellico parce qu'on a la chance de suivre Anna Margherita, qui est photojournaliste indépendante. Qui est venue quelques fois sur ce plateau. Ouais, j'ai vu. Et qui fait un travail extraordinaire. Et donc, on parle aussi avec Blanche Sabat de la façon dont Instagram a pu prendre part à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre les féminicides, contre la culture du viol, etc. Et ensuite, épisode 3, là, je me radicalise, et c'est la question de l'intersectionnalité. Et donc, comment on va lutter contre l'islamophobie et dénoncer le génocide en Palestine sur un réseau social qui est détenu par un milliardaire d'extrême droite qui s'appelle Zuckerberg et qui censure systématiquement les propos qui le dérangent. Qui s'est bien lâché en plus depuis l'élection de Trump. Ah oui, là, c'est très clair. Il a annoncé, il a déclaré son camp. C'est ça. Et dans l'épisode 2 aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est la question du burn-out militant, parce qu'en fait, à chaque fois, on parle des sujets de société et en même temps, on évoque les aspects positifs comme les aspects négatifs de la plateforme. Il y a un peu une analyse médiatique. Et donc, la question de ce que ça crée chez les militantes en ligne aussi, d'être confrontées H24 à ça. Et dans l'épisode 3, on parle aussi de la pureté militante et de la cancel culture de gauche. Et comment on peut faire pour parler entre nous sans s'insulter en story et mieux lutter contre l'extrême droite. Voilà, donc il y a un peu le petit fil conducteur de ma radicalisation sur Internet. Voilà. Ok, ça marche. Écoute, à dans 2 mois, Judicaël. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Derrière les Docs, cette nouvelle émission. Voilà, grâce à vous. C'est grâce à vous que cette émission tient. Ça fait quand même presque 1 an et demi qu'on fait cette émission maintenant. Toutes les semaines en hebdomadaire, en prime time, le dimanche soir, où on peut, nous, médias indépendants, petits médias indépendants, donner à voir du cinéma indépendant, engagé, voilà, à 21h quand même. Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas que, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je vous le redis, on est en campagne de fin d'année et pas de Père Noël, nous. Pas de milliardaire, on n'a que vous. Donc, faites un don pour cette fin d'année et pour nous permettre que toute l'année 2026 du média et de Derrière les Docs puisse se passer sous les meilleurs auspices. Merci de votre attention et de votre fidélité. Derrière les Docs rentre dans sa petite pause de Noël. Alors, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve le 11 janvier, dimanche 11 janvier. Take the date, prenez note de la date. Voilà, c'est la date de la rentrée de Derrière les Docs. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Et je vous dis à la rentrée.